Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer ce webinaire dont le sujet est le document unique, mais surtout comment ce document et l'évaluation des risques que l'on en fait peut devenir une opportunité ou des opportunités. Ce webinaire sera assez généraliste. Je vais en faire d'autres qui vont approfondir, je pense, chaque sujet. Il se peut que voilà, dans la semaine, je lance un sondage pour voir quels sont les thèmes que vous aimeriez voir et approfondir dans les prochains webinaires. Donc, commençons tout de suite et je vais partager donc, mon écran. Voilà, on va commencer. Hop, je vais mettre le bon écran sur moi aussi, à réaliser ce webinaire. Alors, d'abord, je vais me présenter. Pascal Lafaille, donc je suis consultant et formateur QSE. J'ai deux spécialités, une qui est la prévention des chutes de plein pied, la deuxième qui est le développement de l'attention, de la concentration au travail ou comment réduire les écarts, les non-conformités, tant dans le domaine de la santé-sécurité que dans le domaine de la qualité ou d'autres domaines plus organisation, efficacité professionnelle de l'entreprise. Ça peut être lié à la gestion du temps ou d'autres choses. Depuis l'année dernière aussi, j'ai intégré une école de conférenciers professionnels, pardon, et j'interviens pour vous dans les entreprises pour délivrer vos messages en termes de prévention des risques professionnels ou leadership en matière de sécurité. Allez, commençons. Et là, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Alors, vous pouvez mettre ça dans le fil de discussion. Donc, vous mettez ça dans le fil de discussion. Donc, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Donc, je vois un bout de bois, je vois d'autres choses. OK. Eh bien, vous avez raison, c'est un bout de bois. Et c'est ce à quoi ressemble la majorité des documents uniques dans les entreprises. Un simple bout de bois, bien sûr, vous allez me dire, ça peut servir à plein de choses, surtout quand on est enfant, ça peut, selon l'imagination qu'on a, mais en termes de documents uniques et de gestion de la prévention, ce n'est pas très efficace. Et faut-il encore qu'il existe? Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu ces rapports d'études, en 2019, on était déjà à 50% des entreprises qui avaient réalisé leur document unique. 2022, une autre étude a permis aussi de voir qu'on n'avait pas beaucoup plus avancé, alors que pendant 2 ans, nous en avons parlé lors de la crise sanitaire du Covid. Il fallait vraiment sortir d'une grotte, comme on dit, en étant chef d'entreprise pour ne pas savoir que ça existait, ou au moins ne pas l'avoir entendu parler une fois. Et c'est pourtant, là, le constat, c'est qu'il n'y a que 50% des entreprises qui l'ont réalisé. Alors, sur quoi repose le document unique? Il repose sur deux piliers, comme on va voir tout à l'heure. Ces deux piliers, ils supportent beaucoup de choses. Ils supportent tout ce qui est la ressource humaine, les ressources financières, tout ce qui est lié à l'organisation de l'entreprise, le travail, les différentes structures que vous pourriez avoir dans votre organisme. Il supporte aussi la planification, les compétences de l'entreprise et la loi, tout ce qui est réglementaire, et bien sûr aussi la santé globale, la santé de l'entreprise, la santé des personnes, voilà, au-delà de juste la ressource humaine au sens compétence, au sens quantitatif. Donc, quels sont les deux piliers qui supportent ce document unique? Il y en a deux. Le premier, c'est la culture d'entreprise, et le deuxième, la culture de santé-sécurité. Ces deux piliers sont vraiment essentiels à faire que tout ce qui est au-dessus de la gestion de la prévention va être bien porté, bien renforcé.
Sauf qu'il faut que votre évaluation des risques, les mesures de prévention, les plans d'action de prévention que vous allez faire soient robustes, soient costauds. Pour y avoir une très bonne culture d'entreprise, des cultures santé-sécurité, s'il n'y a aucun travail en matière de gestion de la prévention, il va se passer une chose, c'est que ça risque de s'écrouler. Et puis, vous avez vu que dans les items qui sont écroulés, il en restait un qui ne s'est pas écroulé. Et bien sûr, c'est la loi et le réglementaire, parce que ne croyez pas que tout va se passer aussi facilement quand il va y arriver un événement grave ou que voilà, il y a un contrôle, enfin peu importe ce qui arrive, vous pouvez, la loi va vous tomber dessus, et c'est souvent là que on se rend compte qu'on doit faire quelque chose, c'est quand effectivement tout s'est cassé la figure. Et la loi, ben, quand elle va intervenir, elle va, elle n'aura pas de pitié entre guillemets, et elle va avoir des répercussions importantes. Plus votre entreprise va être grosse, effectivement, un grand groupe, ça va être, comment dire, vous allez avoir une structure qui va pouvoir l'épauler. Vous avez beaucoup de salariés, donc vous aurez quand même, malgré tout, et il ne faut pas s'en cacher, une certaine protection de l'État, même si on va vous faire payer. Vous avez aussi un cabinet juridique. Par contre, quand on est une PME, quand on est une structure beaucoup plus petite, derrière, ça va être extrêmement compliqué. Moi, j'ai un exemple très récent qui est arrivé il y a 2 ans près de chez moi, une entreprise, bon, petite entreprise, soit, 6 personnes, le chef d'entreprise fait vraiment une erreur lourde, il décède, il laisse 5 employés et leur famille sur le carreau. Voilà. Mais ça peut être aussi lors d'un événement grave qui touche un de vos salariés. Et dans ce cas-là, eh bien, les conséquences sont assez douloureuses. Et c'est vrai qu'il est des fois difficile de mettre en place des choses en amont des événements. C'est-à-dire qu'en fait, quand il s'est passé quelque chose de grave, même à titre privé, à chacun, on a tendance à réagir et à mettre en place des mesures. Quand il n'y a rien qui s'est passé, on, je vais y arriver, on ne fait rien et en fait, on attend, on pense qu'on maîtrise et qu'on va attendre des choses. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est renforcer effectivement la culture d'entreprise et la culture santé-sécurité, mais aussi renforcer la gestion de la prévention. Et le document unique est une porte d'entrée extrêmement intéressante pour faire ça. Et on va voir pourquoi dans cette présentation. La première des choses qu'une entreprise et qu'un chef d'entreprise, un dirigeant, doit mettre en place, c'est définir ses objectifs. Pourquoi? Et on va le voir. Il y a une phrase que j'aime bien qui vient des Navy Seals, donc l'unité d'élite de combat aux États-Unis. J'ai juste mis en matière de santé-sécurité dans la phrase. En tant que chef d'entreprise, au niveau de la norme en matière de santé-sécurité, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous prêchez, c'est ce que vous tolérez. Et si vous voulez en savoir plus sur la notion de responsabilité dans l'entreprise, je vous invite à lire le livre de Jocko Willink et Leif Babin qui s'appelle « Responsabilité absolue ». Et c'est quelque chose qu'on observe très souvent dans l'entreprise. L'entreprise va mettre un règlement intérieur, va mettre des sanctions, va mettre un document unique, va mettre des mesures. Et en fait, elle ne va pas faire appliquer ce qu'elle demande, ce qu'elle écrit. Et ce qui va se passer, c'est que quand il va y avoir quelqu'un qui fait un écart, cet écart va devenir le standard, la norme. Parce que tout le monde va se dire, ben, si lui l'a fait, qu'il n'est pas sanctionné,
on peut faire pareil, entre guillemets, il y a de la tolérance. Parce que dans tous les cas, si ça m'arrive, je pourrais dire, oui, mais pourquoi lui, il n'y a rien eu et moi, vous voulez me sanctionner. Donc, ce que vous tolérez devient la norme. Donc, c'est bien de faire des grands discours, mais faut-il encore avoir le courage et la responsabilité de les appliquer. Je suis très dur dans ce que je dis, mais c'est une réalité. Et donc, définir vos objectifs en santé-sécurité, c'est extrêmement important. D'abord parce que vous avez du réglementaire et que vous ne pourrez jamais respecter 100% des obligations réglementaires que vous avez à faire. Donc, il va falloir à la fois s'en détacher parce que vous êtes responsable de votre entreprise, donc c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin, mais il va falloir aussi bien cibler ce dont vous avez besoin. C'est ça que le document unique va aussi vous permettre de faire. Le premier humain qui est à agir en matière de santé-sécurité, eh bien, c'est le dirigeant. Donc, vous devez déterminer pourquoi vous allez mettre des objectifs en santé-sécurité, qu'est-ce que vous voulez atteindre, d'accord? Est-ce que vous voulez rendre votre entreprise la plus sûre de la région, par exemple? Est-ce que vous voulez que votre entreprise devienne exemplaire dans votre secteur d'activité? Voilà, quels sont vos objectifs? Après, comment vous allez le réaliser? Quels moyens vous allez mettre en place? Est-ce que vous allez avoir des ressources humaines à mettre en place? Quel est le budget que vous allez mettre en place? Quels sont éventuellement les moyens techniques que vous allez utiliser? Donc ça, c'est la deuxième partie. Et puis la dernière partie, c'est quels résultats attendez-vous? Qu'est-ce qui va sortir au quotidien? C'est-à-dire que, est-ce que vous attendez un zéro accident ou, comme je l'ai vécu dans une entreprise il y a pas mal d'années, l'objectif en termes d'accidents était 13 accidents. Ce n'est pas un objectif très ambitieux, mais de là où partait l'entreprise au départ, c'était énorme puisque juste 3 ans avant, ils en étaient à plus de 80 accidents. Donc 13 accidents, par rapport à une entreprise qui est déjà une grosse maturité en matière de santé-sécurité, ça pouvait être un objectif ambitieux. Sauf que les résultats étaient plutôt aux alentours de 20, donc pas forcément un résultat excellent, et puis avec tous les travers qui peuvent aller avec. Mais c'est important de déterminer des objectifs, parce que derrière, en général, vous allez mettre des actions. Pourquoi on détermine les objectifs? De quoi on veut se protéger? Eh bien, il faut reprendre les fondamentaux. D'abord, dans l'entreprise, on a des situations dangereuses, c'est-à-dire un danger et une ou plusieurs personnes exposées à ce danger. Cela peut occasionner un dommage plus ou moins grave. Et qu'est-ce qui nous permet d'éviter de passer de l'un à l'autre? C'est l'évaluation des risques que l'on va faire, évaluer s'ils sont importants, pas importants, et les mesures que je vais mettre en place. Les mesures, elles vont être de plusieurs ordres, on va évaluer plein de choses. Mais je ne rentre pas dans le détail de ces éléments-là, mais tout ça, ça va faire que, entre guillemets, je ne vais pas faire un écart. Et qu'est-ce que c'est qu'un écart? Ben, c'est la différence entre ce qu'on voudrait faire et ce que l'on a réellement fait. Et en entreprise, ça s'applique à plein de choses autres que même la santé-sécurité, même la qualité, c'est un écart, un dommage, une erreur, une non-conformité. Et c'est de ça qu'on veut se protéger. Et si, en termes de dirigeants ou en termes de spécialistes de la santé-sécurité dans votre entreprise, vous pensez que la sécurité ne peut pas être un levier économique, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de l'histoire de Paul O'Neill, qui a été le PDG d'Alcoa, leader premier fabricant et transformateur d'aluminium au monde. En 13 ans, ce monsieur a multiplié la valorisation de son entreprise par 9 et le bénéfice par 7. Son leitmotiv, la première réunion qu'il fait avec les financiers et les économistes à Wall Street, c'est « J'aimerais vous parler de la sécurité des travailleurs ». C'est uniquement le message qu'il a fait, rien sur les stock options, rien sur les rémunérations des actionnaires. Donc, on peut obtenir d'excellents résultats avec la sécurité.
La sécurité, j'ai travaillé dans le domaine de la prévention des activités à haut risque, et notamment dans le milieu de la montagne où on n'a pas de barrière, on n'a pas de signalisation, c'est l'homme face à la situation dangereuse. Et il y a un guide qui s'appelle Munter qui a inventé une méthode 3x3 qui est une stratégie qui se compose en 3 grandes phases. La préparation, l'évaluation au départ, avec l'identification des points clés, et puis le plan d'action avec des ajustements. Et c'est ce qui m'a permis de développer une stratégie pour le déploiement de la gestion de la prévention au travers du document unique, et c'est une stratégie que j'appelle la stratégie PEPS. Planifier, évaluer, préparer, excusez-moi, évaluer, planifier et suivre. On va voir ça, comment ça peut se décomposer dans le document unique. Donc, il faut d'abord établir une stratégie, d'accord? Mais il va falloir prendre quelque chose en compte d'entrée si on veut mettre des mesures efficaces. C'est que l'humain est faillible. La question n'est pas est-ce qu'il fera une erreur, mais quand est-ce qu'il la fera? Et ça, c'est valable à tous les échelons de l'entreprise, de la direction au dernier ouvrier rentré dans l'entreprise. Stagiaires aussi, hein, n'oubliez pas les stagiaires, n'oubliez pas les intérimaires. L'homme fait des erreurs. Donc, l'important, c'est de savoir quand est-ce qu'il les fera. Et donc, on peut faire des diagnostics. En l'occurrence, par exemple, ici, c'est un diagnostic qui a été fait, par exemple, sur les managers pour voir si les objectifs du dirigeant, de la direction de l'entreprise sont communs à tout le monde. Et ce qui est important à regarder, c'est s'il y a une convergence ou une divergence dans les thèmes. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire un document unique qui soit extrêmement bon, extrêmement bien fait, bien rédigé, mais si tout le monde ne comprend pas les objectifs en matière de santé et de sécurité et ne va pas dans le même sens, eh bien, votre document unique, il ne servira pas à grand-chose ou il servira que certaines personnes. Là, vous voyez par exemple qu'on a 10 managers, dont le dirigeant à l'intérieur, et on a des items sur lesquels on a une convergence d'évaluation de là où on en est dans l'entreprise, et il y a, dans ce cas-là, beaucoup de divergences. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Comment ça se passe sur le terrain? Eh bien, en fait, vous avez des personnes qui ont entendu un objectif de la part de la direction, voire lu un objectif de la direction, et qui l'ont interprété à leur façon. Au lieu de poser la question et des éclaircissements, ils ont fait à leur façon, et donc ils ont fait aussi en fonction de leurs objectifs individuels propres. Ce qui fait qu'on a des divergences extrêmement importantes dans l'appréciation de la note dans laquelle est l'entreprise. Autre point qu'il faut prendre en compte dans la stratégie, c'est que contrairement à ce qui nous a été livré depuis 50, 60 ans, depuis la courbe de Bradley, qui nous dit que, grosso modo, si on travaille sur le comportement des individus, avec tout le travail de Dupont de Nemours là-dessus, et je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais c'est que ce n'est pas la première chose à faire, tant que vous n'avez pas réglé tout ce qui est le cadre du travail, le matériel, le reste ne servira à rien. Je peux vous le garantir, c'est ce qu'on observe sur le terrain, c'est ce que remontent les analyses de causes d'accidents, les analyses de causes de dysfonctionnement, et c'est là où vous aurez le moins d'investissement financier en plus. C'est là où les entreprises se trompent, souvent c'est là où elles ne mettent pas l'investissement, alors que c'est là où ça rapporte le plus. Et j'aime bien la courbe de Marc Ferron, qui est un spécialiste et un préventeur du Québec, qui vraiment montre bien que l'élimination du danger à la source, et on va voir juste après qu'on a ça aussi dans notre réglementation française, l'élimination du danger à la source est bien plus efficace que gérer les ressources humaines, les consignes au poste, le recrutement, la formation.
Et ça, on le retrouve donc dans un document que vous connaissez tous, qui s'appelle, enfin, d'une partie du document qui s'appelle les 9 principes généraux de prévention, qui sont dans le Code du travail. On ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, plus je suis dans le 1, le 2, le 3, meilleure sera mon efficacité en termes de résultats. Plus je serai sur la fin des principes, moins ça donnera de résultats et plus ça, entre guillemets, surtout la partie 9, consignes appropriées, formation, habilitation, ça, en partant du postulat que l'humain est faillible, eh bien, effectivement, c'est pas parce que vous auriez fait, la personne aura fait 15 heures de formation à un moment donné, une conjonction de facteurs fera que il y aura quelque chose qui passera et il y aura un événement qui se passera. Pour les entreprises, peut-être que ça c'est votre cas, qui sont dans l'aéronautique, vous connaissez certainement le modèle de Reason, où on a 3 plaques trouées comme du gruyère et avec 3 facteurs différents. Souvent, c'est humain, météo et matériel. Et quand on a les 3 éléments qui sont alignés, ou on a des trous alignés, on a un événement qui se passe. Eh bien, dans les accidents en entreprise, c'est exactement pareil. Oubliez, et moi je suis aussi formateur, sauveteur secouriste du travail depuis pas mal d'années, oubliez la notion qu'il y a un événement déclencheur et ça crée un dommage. Oubliez ça, c'est toujours multifactoriel. Donc, et c'est l'analyse des causes après, je ne rentrerai pas dans ce domaine-là, qui vous permettra de les déterminer. Et en fait, quand on applique ces 9 principes généraux de prévention, quand on prend en compte qu'effectivement, l'environnement du travail, les mesures techniques et matérielles vont être bien plus efficaces que les mesures tournées vers l'humain, eh bien vous aurez un retour sur investissement, un ROI, bien plus efficace. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous rendre sur le site de l'OPP-BTP. La source est Prévention BTP, c'est l'OPP-BTP qui le publie. Ils ont réalisé plus de 110 études de cas en France avec des tailles d'entreprises extrêmement différentes qui montrent qu'on peut avoir un retour sur investissement à plein de domaines. D'ailleurs, on dit qu'à peu près un retour sur investissement sur la prévention, c'est entre 2 et 5. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, ça va dépendre du secteur. Mais globalement, on peut, là dans le premier cas, habiliter une seule personne à la place de prendre des entreprises extérieures, des sous-traitants, et avoir un retour sur investissement de 2. Dans le deuxième cas, une plus grosse PME, qui va changer 43 machines. En l'occurrence, c'est des meuleuses pour couper des tiges filetées. Ils le passent avec des coupes-tiges filetées à batterie. Leurs gains, tout compris, diminution du risque, les permis-feu, enfin tout ce qui touche au temps, tout ce qui touche à la valorisation de l'entreprise, à l'image de l'entreprise, à ce que l'entreprise peut vendre à ses clients et l'efficacité en termes de productivité, elle gagne le double aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup de cas qu'on pourrait citer comme ça. J'ai voulu vous en mettre 2 où on a des tailles d'entreprise et des solutions très différentes. Alors, maintenant, je réponds à une question. Je ne trouve pas le son. C'est normal que vous ne trouvez pas le son. Les sons sont coupés. C'est un webinaire. Donc, voilà, il n'y a pas de… Vous pouvez mettre par contre les questions dans la discussion. Voilà. Et j'y répondrai tout à l'heure. Alors, le document unique. Et là, on va commencer à rentrer justement dans la constitution du document unique. Déjà, est-ce que vous l'avez réalisé? C'est la première question. Qui l'a réalisé? À quoi est-ce qu'il ressemble? Quelle forme il a? Je rappelle, il n'y a pas de forme imposée. À quoi sert-il? D'accord? Est-ce que c'est un fichier papier dans un classeur? Est-ce que c'est un document
dans votre serveur, un fichier informatique, il est accessible à qui c'est qui l'a? Voilà, il y a plein de questions qui sont intéressantes. Je ne vous demande pas la réponse, mais en tout cas, qu'il faut se poser. Donc, dans la stratégie PEPS, première phase, préparer. On en a parlé, les objectifs du chef d'entreprise. Et en fait, ces objectifs-là, ils peuvent découler sur une très forte coopération dans l'entreprise. Et on sait aujourd'hui, ce n'est pas de la théorie littéraire, on sait aujourd'hui, et je le pratique régulièrement dans les entreprises, que quand on intègre les équipes dans la discussion, quand on intègre les équipes dans l'évaluation de leur propre travail, les résultats sont extrêmement intéressants. À l'heure actuelle, où on a de très fortes démissions des cadres, qu'on a des difficultés à recruter parce que les gens ne veulent pas l'image de votre travail, par exemple, du poste est pas très valorisée. Donc, ils vont chercher même à se reconvertir. Ils ont fait une formation dans un domaine et ils vont se reformer dans un autre domaine parce qu'ils ne veulent pas travailler chez vous. Je vous rappelle aussi une chose, ce qu'on appelle la marque employeur. Les premiers recruteurs ou détracteurs de votre entreprise, ce sont vos salariés. Vos salariés, le week-end, quand ils font du sport, quand ils sont entre amis autour du barbecue, ils partent de leur entreprise ou en bien ou en mal. Ce sont les premiers recruteurs de votre entreprise. Donc, la santé-sécurité, les intégrer dans la santé-sécurité, c'est amener de la valorisation de leur métier, c'est amener de la reconnaissance de leur métier. Et bien sûr, il va falloir être bon en termes de communication. Il va falloir aussi former les différents intervenants pour qu'ils sachent animer ça. Hein. C'est pas, on peut être un très bon technicien et un très mauvais animateur. J'accompagne des entreprises là-dessus, sur les quarts d'heure sécurité, sur les consignes au poste, sur juste la prise de parole en public. Et c'est flagrant. On a des gens qui sont excellents, qui sont même des ingénieurs, mais qui sont incapables de faire un travail de groupe et notamment en thème de santé-sécurité, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de coûts de non-qualité. Et les ressources humaines sont à l'origine de ces coûts de non-qualité. Et il ne faut pas du tout penser que c'est le dernier opérateur de la chaîne qui en est responsable, c'est tous les échelons. Il y a plusieurs années de ça, j'ai fait un master, j'ai fait une étude sur l'écosystème des non-conformités fournisseurs. Eh bien, les résultats ont été assez impressionnants. L'analyse des causes nous a montré que certains postes étaient à l'origine des non-conformités et pas ceux que l'on croyait en premier. Et on a pu identifier aussi les services qui les subissaient, ces non-conformités. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient rien demandé, mais ils les subissaient. Et tout ça, ça amène des coûts de non-qualité parce qu'il faut rattraper les erreurs. Il faut, vous connaissez déjà, je ne reviens pas m'étaler là-dessus, mais les coûts directs et les coûts indirects de la sécurité, c'est la même chose à tous les stades de l'entreprise. Donc, les ressources financières, vous voulez économiser, commencez par mettre des choses en place correctes, établir un budget de la prévention qui soit tenu, qui soit réaliste, travailler sur les retours sur investissement. Vous avez vu les deux exemples que je vous ai donnés. Quand vous investissez 1 euro et que vous en récupérez 2, le budget de la prévention, je peux vous garantir qu'il prend une autre tournure. Autre point, c'est la planification. Faire un document unique. Aujourd'hui, vous avez jusqu'à 49 salariés, vous pouvez juste faire l'évaluation des risques, les mesures de prévention et vous arrêtez là. À partir de 50, le plan d'action de prévention est obligatoire. Il y a le PAPRI Pacte. Ils ont choisi un nom qui est très facile à dire, PAPRI Pacte. Dans les années à venir, personne ne va y couper parce que les documents uniques vont être dématérialisés. Ça va être extrêmement facile pour eux de faire le lien entre numéro ciré et document unique qui est déclaré.
Et vous allez voir que ça va changer la donne en termes de plan d'action de prévention. Et puis, il y a le plan de formation. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas le moins efficace. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro formation en matière de prévention. Et il y a des habilitations obligatoires. Donc, tout ça, il va falloir le suivre et de le suivre de près. Dernièrement, j'étais dans une entreprise où le plan de prévention, de formation établi en fin d'année n'était pas du tout respecté. Mais pas du tout, dans des proportions énormes. Donc, ça sert à quoi de mettre un plan de formation? D'identifier des risques et d'identifier des points importants pour l'entreprise et de ne pas les réaliser. Une formation, c'est censé amener de la valeur ajoutée à l'entreprise. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect réglementaire. J'en ai parlé tout à l'heure, les obligations en santé et sécurité, les obligations générales, le respect des vérifications périodiques. Et je vais vous montrer comment le document unique peut vous aider à répondre, au moins à suivre une partie de ces choses-là. Donc, il y a le gros travail d'évaluation. Collecter, coter, mesurer. Ça, c'est un énorme travail quand vous partez de zéro. Pour ceux qui l'ont déjà réalisé, vous en avez déjà une petite idée. Pour ceux qui démarreraient dans le document unique, eh bien, c'est le plus gros du travail qui peut s'étaler. J'ai conçu une formation, je vous en parlerai tout à l'heure, qui permet effectivement de décomposer ça, mais c'est là où le plus gros du travail est fait. Et comme ça représente un gros travail, je trouve extrêmement dommage, c'est aussi le but de ce webinaire, c'est de vous faire prendre conscience que ce gros travail de départ, c'est dommage de ne pas l'exploiter. Petite information en passant, vous voyez à l'écran que, et là c'est valable pour tout le monde, donc je rappelle juste que le document unique est obligatoire à partir d'un salarié et que toutes les entreprises devront le dématérialiser pendant 40 ans. Les premiers à partir 150 salariés à l'été 2023, les suivants à l'été 2024. Mais dans tous les cas, vous devez conserver tous vos documents uniques en vigueur au 31 mars 2022. Voilà. Et vous voyez sur la slide que j'ai mis une colonne fonction poste. Je vais vous montrer à quoi vous pourriez vous en servir. Ce n'est pas obligatoire, hein, d'accord? Je dirais ce qu'il faut mettre dans votre document unique, c'est situer où seront les situations dangereuses, les familles de risques auxquelles elles appartiennent, les dommages possibles pour la santé et l'évaluation des risques. Et puis après, on fait les mesures de prévention derrière, c'est-à-dire si on maîtrise ou pas ce risque-là. Et puis, ça va nous donner ce qu'on appelle un risque résiduel que l'on va exploiter après, derrière, justement, pour faire notre plan d'action. Quand j'ai fait mon évaluation, qui me prend un gros travail, eh bien, je reviens juste en arrière. Si on a jusqu'à 49 salariés, on peut s'arrêter à évaluation du risque initial, mesure de prévention, évaluation du risque résiduel. Et c'est tout. À partir des 50, on est obligé de faire un plan d'action, le PAPRI-PACT. Ce PAPRI-PACT, en fait, c'est les actions que vous allez mener. Alors moi je travaille, j'aime bien travailler justement en partant de la grille de départ, en filtrant sur les risques résiduels et en prenant ce que je maîtrise le moins vers ce que je maîtrise le plus. Il y a une certaine logique. Ce qui est important, c'est derrière de mettre des responsables, des actions, de mettre des échéances. Sinon, votre document qui va rester prendre la poussière pendant 1 an. Quand vous allez faire la révision, vous allez dire « Ah oui, on avait mis ça, mais il n'y a rien qui se passe. » Alors, quelle périodicité? Ça va dépendre de votre entreprise. Vous avez des entreprises où il y a beaucoup de risques, beaucoup aussi d'actions en place. Peut-être que tous les mois, vous allez avoir des réunions avec les différents acteurs des actions à mettre en place. Si vous êtes dans le tertiaire avec peu de risques, mais il y aura peut-être des vérifications périodiques. Et donc là, peut-être qu'au départ,
Vous pourriez faire une revue tous les trimestres ou tous les 4 mois ou tous les semestres. Ça, c'est à vous de l'adapter. Mais si vous faites un plan d'action sans responsable et sans échéance, il y a peu de chances que ça arrive au bout. Donc, ça, c'est la deuxième chose obligatoire à partir de 50 salariés. La troisième chose qui est un peu obligatoire dans le document unique, c'est l'évaluation de la pénibilité. Donc là, il y a 6 facteurs. Vous pouvez travailler selon votre entreprise en termes de postes. C'est-à-dire que vous allez lister les postes et vous allez dire si ce poste-là, oui ou non, il a des facteurs de pénibilité. Vous pouvez aussi travailler en termes d'individus. De toute façon, dans tous les cas, au final, il faudra faire une déclaration sur un formulaire qui s'appelle DNS de la pénibilité. Et donc, il faudra, et ça, c'est individuel, c'est un compte individuel de la personne. Donc, ça va être adapté en fonction de l'entreprise. Je vous ai montré tout à l'heure une colonne fonction. Ça peut être une des premières, entre guillemets, applications dans l'onglet pénibilité. À droite, complètement à droite, vous voyez une colonne entourée de rouge. Ça va être par exemple le lien avec la grille d'évaluation du poste. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va pouvoir retrouver très facilement sur l'onglet pénibilité. Là, on avait, par exemple, tous, on avait une pénibilité, admettons, mais ça, c'est fictif. Est-ce que vous avez sous l'écran tous, 204 nuits par an, il y a au moins 1 heure entre 22h et 5h du matin. On le retrouve à la ligne 15, à l'identification 15 et 24 de la grille d'évaluation. Ça permet, lorsqu'on fait la revue, de vérifier qu'on est toujours bon là-dessus. Autre point d'amélioration que vous pouvez avoir sur votre document unique, ce n'est pas toujours le cas, c'est de découper vos mesures de prévention en 3 parties. Solution technique, solution organisationnelle et solution humaine. Ça rejoint ce que je vous ai montré tout à l'heure, la courbe de Ferron, où on sait que si je prends des solutions techniques, ça sera bien plus efficace que des solutions de rappeler des consignes tous les jours. Je vous donne un exemple. On est chez un boulanger. Le boulanger, tous les jours, il doit trancher du pain pour ses clients. Il y a plusieurs options. On peut lui dire, il y a une planche à découper, un couteau à pain, et il prend le pain et il tranche, il fait des tranches, d'accord? Mais je dirais régulièrement, il va falloir lui rappeler de faire attention à ses doigts. Ou vous avez une machine dans laquelle il met le pain dedans, il y a des carters, il n'y a aucun moment il peut insérer ses mains pour aller débloquer quoi que ce soit, sinon s'il ouvre, la machine elle s'arrête, et il récupère, il rentre son pain entier et il récupère son pain tranché de l'autre côté. Donc on est sur une solution technique qui est bien plus efficace que de rappeler tous les jours à la personne, fais attention à tes doigts. D'accord? Et qui serait même encore plus efficace que de fournir un gant type côte de maille comme pour les bouchers au boulanger. Donc, tout ça, ça peut être très intéressant parce que si vos mesures de prévention aujourd'hui sont plutôt à caractère humain, vous savez que vous avez un axe d'amélioration ou vers le technique ou vers l'organisationnel. D'accord? Technique, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être, il y a les EPI qui rentrent dedans, il y a plein de choses qui rentrent dedans. Il y a des solutions techniques qui sont plus ou moins efficaces, mais le découper, ça va vous permettre d'aller réfléchir à mettre des solutions avec des degrés d'efficacité. Après, vous allez les évaluer, bien sûr, comme les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans ce document unique qui pourrait nous aider et qui n'est pas du tout dans le code du travail, hein, bien sûr, hein. Un système de filtrage. Si vous faites un document Excel, c'est souvent le cas, mais même si vous le faites numérique, vous pouvez très bien, à chaque ligne, dire est-ce que par exemple, là, on a un exemple, hein, mais vous allez voir qu'on pourra en avoir plein d'autres. On a fait 3 colonnes, sensibilisation, tout ce qui est lié à la maintenance, aux vérifications périodiques et tout ce qui est lié à l'habilitation. J'ai mis plein de choses dans mes mesures de prévention, que je faisais des vérifications des instincteurs, que je faisais vérifier la qualité de l'air tous les ans, je faisais passer un technicien. Tout ça, je l'ai mis dans mes mesures de prévention. Mais faut-il encore que je les fasse et que je les suive? Donc, d'identifier
en bout de ligne que j'ai une notion de maintenance, une notion de formation ou d'habilitation obligatoire, ça va me permettre, en filtrant, tout simplement d'aller retrouver juste les lignes dont j'ai besoin. Et si je fais ça, ben, rien ne m'empêche d'aller créer un onglet ou un onglet supplémentaire ou un fichier avec un transfert de données vers la gestion des visites périodiques, tout ce qui est maintenance et autres, que ça peut être visite périodique interne ou externe, et tout ce qui est en lien avec les habilitations. Et là, dans tous les cas, vous allez pouvoir commencer à insérer, par exemple, du budget. Vous allez pouvoir insérer les coûts, vous allez pouvoir insérer tout ça à l'intérieur. Dernier point de la stratégie, suivre. Alors, je sais que je vais un peu vite, mais j'essaye de caler tout ça. Voilà, on pourra le retrouver. Je vais le publier sur la chaîne YouTube Azios Prévention. Voilà, je ferai passer l'information à toutes les personnes qui étaient inscrites. On a un plan d'action. On a mis un responsable. Qu'est-ce qui nous empêche, et ça, vous ne le trouverez pas dans le code du travail, qu'est-ce qui nous empêche de venir rajouter des colonnes selon des critères qui pourraient vous intéresser à vous? Ce que vous voyez à l'écran, ce ne sont que des exemples. Ce ne sont que des possibilités, mais forcément, vous commencez à voir que ça peut être extrêmement utile à partir du document unique qui est vraiment votre base, votre support. Bien sûr, gérer le budget. Vous avez votre plan de prévention, vous allez mettre des solutions techniques, vous allez pouvoir éventuellement mettre des sommes, mais elles n'ont pas besoin d'être au centime, des sommes estimées. Vous pouvez aussi gérer éventuellement, pourquoi pas, les compétences. J'ai encadré en rouge pour faire un petit focus là-dessus, sur le passeport prévention. Vous savez que la loi prévention du 2 août 2021 amène tout un tas d'évolutions liées au document unique, liées à la prévention. Il y a un déploiement de ce passeport prévention, c'est-à-dire que c'est un accès, une plateforme numérique. Au mois d'avril, théoriquement, déjà, le salarié pourra aller déposer ses formations et ses attestations de formation en prévention. Ensuite, il va y avoir les employeurs, il y aura aussi les organismes de formation. Pour l'instant, les informations que j'ai de la part des instances un peu du droit du travail, qui suivent ça de très très près, c'est que sur ce passeport de prévention, dans un premier temps, ça va être tout ce qui est formation reconnue RNCP, enfin reconnue certification et transposable d'entreprise à entreprise. Par exemple, le CACES, les CACES de conduite d'engin, peu importe lesquels. C'est quelque chose qui est valable 5 ans en général. Donc, mais c'est transposable, c'est-à-dire que vous ne perdez pas votre CACES quand vous changez d'entreprise. Ce que vous n'avez pas quand vous changez d'entreprise, c'est la visite médicale préalable que l'employeur doit vous faire passer, et c'est les consignes au poste, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'utilisation de cet engin dans l'entreprise, qui va permettre au chef d'entreprise de rédiger une autorisation de conduite. Donc ça, c'est des choses qu'il pourra transposer. L'habilitation électrique, par exemple. Si l'habilitation électrique, la personne change d'entreprise, elle est encore en vigueur, le chef d'entreprise peut dire « Ok, vous avez votre habilitation qui est en vigueur, je vous fais passer les autorisations qui sont les miennes, juste propres à mon établissement. » Voilà, donc retenez ça. Donc ça, c'est à surveiller. Les décrets, ils sortent pas aux bonnes dates. Enfin, bon, vous savez comment ça se passe dans l'application de la loi. Vous pourriez gérer aussi de la qualité, les critères d'efficacité de l'action, mesures d'efficacité, éviter de mettre des usines à gaz, parce que plus ça sera des usines à gaz, moins on les utilisera. Donc, restez simple. Je dirais que la première critère d'efficacité, c'est que l'action est réalisée dans les temps, par exemple. Ça peut être déjà un critère extrêmement important, voilà, parce que c'est pas toujours le cas. J'ai mis une colonne, par exemple, lien vers le dossier. Vous avez à étudier tout un sujet, par exemple, de protection du bas de rack de stockage, par exemple. Vous savez, des protections de pieds, des pieds de rack, pour éviter que les chariots ne tapent dedans et viennent tout faire tomber. Vous pourriez avoir tout un dossier de consultation et tout ça, vous pourriez juste mettre le lien là, comme ça, quand on suit le plan d'action, eh bien, on sait où aller trouver toutes les pièces.
J'ai mis en gris plein d'autres choses qui pourraient vous être utiles. Vous pourriez avoir des notions environnementales. Vous pourriez, c'est-à-dire que vous pourriez dire, tiens, ces mesures-là, elles ont, on lui a attribué une note environnementale. Vous pourriez avoir des notions juridiques, c'est-à-dire qu'en fait des renvois vers les articles du Code du travail qui régissent la situation dangereuse que vous avez identifiée. Voilà, vous pourriez imaginer le documentaire, vous pourriez imaginer plein de choses. N'hésitez pas à faire évoluer votre document unique dans ce sens-là. Et même s'il est numérique, vous créez des catégories, vous créez des cases à cocher. Voilà, ça vous permet derrière de faire des filtres. Et d'ailleurs, les meilleurs documents, les meilleurs outils en termes de gestion du document unique sont ceux qui sont aussi adaptés à la qualité. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais les documents uniques qui ont été conçus pour les outils numériques, excusez-moi, en ligne, qui ont été conçus pour la qualité et qui ont évolué aussi vers une application vers le document unique, sont pour moi, dans ce que j'ai testé, les plus efficaces. Donc, quand faire la révision du document unique? Alors, vous pourriez vous pouvez mettre dans la discussion, un fil de discussion, quand est-ce que vous faites la révision du document unique chez vous? Elle doit être faite tous les ans, d'accord? Et quand est-ce que vous la faites? Ça m'intéresse de voir. Je vous donnerai après mon avis. Alors, on commence à avoir des retours, parce que comme on a plusieurs listes de participants, parce qu'il y a plusieurs sources. Donc, parce que vous êtes, je ne l'ai pas dit au départ, vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur un autre espace YouTube, sur un réseau Facebook partagé, QSE. Voilà, donc il y a plein d'accès qui arrivent différents. C'est pour ça que je suis obligé de regarder mes tableaux. Alors, souvent, vous dites janvier, février. Alors, début d'année, c'est un peu plus flou. OK. Et je vois une personne qui le fait au mois de décembre. OK. Alors moi, je vais vous donner mon avis. Si on veut gérer un budget de la prévention, un budget global de la prévention, d'accord? Quand vous êtes préventeur et que vous demandez des investissements en termes de prévention, quand vous êtes responsable HSE ou même responsable RH en charge de la santé et sécurité, quand vous demandez un budget pour réaliser des actions en cours d'année, qu'est-ce qu'on vous répond? En général, oui, c'est combien, c'est où, c'est comment? OK. Donc, en général, il faut négocier. Ouais, ça rentre toujours une phase de discussion. L'intérêt, l'objectif, c'est d'arriver à avoir un budget pour l'année. D'accord? Ça, ce n'est pas évident, mais si le budget il est argumenté et qu'il est chiffré, vous aurez plus de chances, entre guillemets, de pouvoir l'appliquer et de pouvoir appliquer ce dont pourquoi vous êtes responsable. Quand est-ce que l'entreprise fait son budget pour l'année? Elle le fait en fin d'année. C'est-à-dire qu'à l'automne, elle travaille sur son budget prévisionnel. Donc, elle va travailler sur, en général, octobre, novembre, décembre, ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc, vous, ce qui est judicieux, c'est que vous fassiez votre révision de document unique juste avant, septembre, octobre, de façon à pouvoir arriver avec la liste des formations à faire obligatoires, la liste des vérifications périodiques, les maintenances, les formations, les équipements, votre plan d'action pour l'année N+1 qui a été faite et qui a été estimé. Et ça va vous permettre d'avoir un budget global de la prévention à présenter à l'entreprise, à la direction de l'entreprise. Et si vous êtes dirigeant de l'entreprise, vous imaginez que ça va être que du bonheur que de pouvoir insérer cette partie-là dans votre budget. Alors après, ça ne veut pas dire que la première estimation du budget va être la définitive. Ça veut dire que c'est là où on peut dire, OK, mais moi, tu me demandes 55 000 € de budget, moi, j'en ai que 38 à te proposer. Quelle est la répercussion sur ton plan d'action de prévention? Et là, c'est facile à faire puisqu'on a la liste de toutes nos habilitations, on a la liste de toutes les formations, on a la liste de toutes les mesures, du plan d'action avec les mesures de prévention qu'on a estimées.
Et par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on avait estimé 30 lignes de notre plan d'action. Notre budget, ben, il est moindre, ben, on sait que on va, par exemple, pouvoir monter à 22 lignes, d'accord, du plan d'action qu'on peut réaliser. Et ça veut dire qu'au chef d'entreprise, vous êtes capable de lui dire, ben, écoute, si effectivement on réduit notre budget à ça, ça veut dire que ça, on ne pourra pas le réaliser. Qu'est-ce que tu en penses? Et après, c'est à lui à prendre la décision. Mais au moins, ça permet en termes d'argumentation de budget d'être extrêmement efficace. Alors, les points intéressants. Bon, j'espère que ça va toujours. Les points intéressants. Le Covid, par exemple. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais nous avons été nombreux en termes de préventeurs, nous avons été sur le terrain, nous avons mis en place des gestes barrières dans les entreprises et on était contre d'insérer le Covid à l'intérieur de la grille d'évaluation. Et donc, ce que nous avons conseillé aux entreprises, ce qui n'était pas du tout hors cadre de la loi, puisqu'on était dans le cadre, c'est de créer un onglet à part avec la date de mise en place de l'action, les actions, éventuellement la date de révision, la nouvelle action, c'est-à-dire est-ce qu'on l'a arrêtée, est-ce qu'on l'a modifiée, voilà, et ainsi de suite. Ce qui a permis d'avoir un tableau hyper clair, hyper précis. Il n'y a pas besoin d'aller filtrer dans un document unique à des endroits improbables du document unique. Ça a permis aussi de pouvoir faire des audits rapides. C'est-à-dire qu'en fait, quand n'importe qui dans l'entreprise pouvait prendre cet onglet, ce tableau-là, et aller faire la vérification au sein de l'entreprise de la bonne application des mesures. Voilà. Et donc ça, c'était beaucoup plus efficace. Pourquoi je vous montre ça? Le Covid, il est, allez, pour l'instant, on va dire qu'il est un peu derrière nous. Mais rien n'empêche que demain, il y ait d'autres événements un peu de ce type-là, pas forcément sanitaires, d'autres événements. Réfléchissez si c'est vraiment lié à la situation, au poste de travail ou pas. Et dans ce cas-là, prenez peut-être l'option de créer un onglet spécifique à ça et de suivre les actions spécifiques à cette mesure. Autre point, et là c'est extrêmement important parce que je vous ai parlé tout à l'heure de communication, de renforcer la communication, de former les gens à la communication. Les managers sont les premiers déficitaires de ces formations-là en termes de communication. Or, des fois, ils ne sont pas faits pour être managers aussi, faut dire les choses. Je n'ai pas la langue de langue de bois. Il y a des managers qui font plus de mal en termes de santé sécurité à eux-mêmes et à leur équipe parce que ce n'est pas leur place. Ce sont d'excellents techniciens, d'excellents ingénieurs. Et qui ferait mieux de monter, c'est un travers qu'on a en France, faire monter par le haut au lieu de faire monter par la compétence. Mais des fois, il vaudrait mieux se former encore plus dans son métier et pouvoir permettre de prendre de nouveaux marchés, de nouveaux clients que de devenir manager. Mais le DU peut nous aider à, par exemple, accueillir les nouveaux arrivants. Comment? Je vous ai montré la colonne tout à l'heure, je reviens là-dessus, sur la colonne fonction poste. Mais je vais vous montrer que je ne vais pas vous montrer comment on fait, mais je vais vous montrer qu'avec juste un petit menu déroulant où on va venir juste sélectionner le poste, eh bien, on va avoir toutes les identifications de lignes de la grille d'évaluation avec les situations dangereuses, les dommages pour la santé et les mesures de prévention que l'entreprise va prendre. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour le manager pour accueillir quelqu'un et lui dire, tu vois, dans ton poste, tu es exposé à telle situation dangereuse, donc avec ces risques-là. Et c'est des risques extrêmement importants parce que, voilà, il y a des cas où on meurt et donc on a mis des mesures de prévention en place. C'est pour ça que tout à l'heure, tu iras percevoir ton matériel, les EPI et tout ça, et que je te demande de les porter. C'est extrêmement important pour nous, pour la société. C'est totalement différent de cette approche-là que de juste donner un livret d'accueil très généraliste et ensuite de lui dire, tire voir Paul, il va te donner tes EPI, et puis Paul, il va lui dire, écoute, signe en bas de la feuille, c'est obligatoire. Ça, c'est pas du tout la même démarche. Et je peux vous dire que c'est aussi extrêmement intéressant dans le cadre de recadrage sécurité. J'entends recadrage sécurité, on a tous dans nos entreprises
des personnes qui ont du mal à appliquer certaines règles de sécurité. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est parfois psychologiquement extrêmement complexe le pourquoi. Mais avoir cet outil-là peut aider le manager à conduire un entretien de recadrage. J'ai presque fini. Le document unique, je vous ai montré plein de pistes. Liées au budget, liées à l'environnement, à la qualité, liées à tout ce qui est formation, habilitation, vérification. Mais il y a tellement d'autres applications et d'autres liens à faire avec le document unique que, entre guillemets, les limites sont que celles de votre imagination. Alors bien sûr, c'est en fonction de votre entreprise, hein, justement, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais c'est une opportunité. Vous avez fait un énorme travail d'évaluation des risques. Vous allez l'alimenter tous les ans. Vous allez l'améliorer, puisque c'est quand même la fonctionnalité, c'est l'amélioration continue de la prévention. Mais il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez rebondir dessus, tourner ou vers les clients, ou vers le fournisseur, ou vers les prestataires extérieurs. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez, que le document unique peut vous servir à faire. Voilà, donc je vous poserai une question. Est-ce que votre document unique vous aide à gérer la prévention? Ou est-ce que c'est juste un document qui reste dans un placard? C'est à vous de répondre. Et il n'y a que vous qui pouvez répondre à ça. Quoi retenir globalement? Il y a 4 grandes choses qu'il faut retenir. Le réglementaire, il faut arriver à s'en détacher, les grands discours, et pour vraiment le cibler et être dans l'opérationnel, transformer le réglementaire et les obligations en fonction opérationnelle. Les objectifs, sans objectif de la part de l'entreprise, de la part de la direction, très fort, vous ne saurez pas où aller. Donc, il faut vraiment les déterminer pour vraiment aller à l'essentiel et que ça guide vos prises de décision, tant sur la forme, sur la constitution de documents uniques et des plans d'action, que sur derrière tout, l'application, le budget. Il y aura plein de choses qui pourront se mettre en place. La coopération, plus vous allez intégrer vos équipes dans la réalisation de l'évaluation des risques, dans les mesures de prévention associées, meilleurs seront les résultats. Et vous irez, je peux vous le garantir, aussi encore plus vite. Si vous pensez que faire l'évaluation des risques, et pour ceux qui l'ont déjà fait, peut-être tout seul, ça prend un temps énorme, c'est bâclé forcément parce qu'il y a un moment où on s'épuise, il y a un moment où on baisse les bras. Donc, le faire avec l'ensemble, il y a des façons de faire, on n'est pas obligé de tout faire. On peut intégrer aussi les chefs d'équipe dans la démarche. Voilà, il y a une façon de faire. La communication, c'est la santé-sécurité, au sens général, est un excellent levier pour développer la communication en entreprise. Et la communication de façon globale. Je vous parlais tout à l'heure des 2 piliers, la culture santé-sécurité, mais il y a la culture d'entreprise. Et la communication fait partie de l'huile que l'on peut avoir dans une entreprise. Et je peux vous garantir, pour l'observer régulièrement, que des entreprises qui savent communiquer, même si elles sont, entre guillemets, il y a d'autres choses qui dysfonctionnent, et bien en fait, ils arrivent toujours à trouver des solutions, ils sont toujours dans le sens. Et quand en plus, les objectifs en santé et sécurité au travail ou même les objectifs globaux de l'entreprise sont bien définis, ben en fait, la communication aide à fluidifier tout et on relève les manches et tout le monde avance dans le même sens et on avance. Et c'est tellement important en ce moment où l'incertitude qui est normale dans la vie, hein, mais qui a une part effectivement en ce moment plus importante, c'est plus que nécessaire de savoir communiquer en entreprise. Les 3 phases, préparer, évaluer, suivre, PEPS. Et puis une dernière, qui est très importante, célébrer. Célébrer tout au long du parcours et célébrer quand vous avez renforcé les valeurs de l'entreprise et les valeurs intrinsèques de l'entreprise. Donc, ces 5 phases vont vous aider à faire 2 choses. Une, améliorer la gestion de l'entreprise, de la prévention. 2, améliorer le retour sur investissement de la prévention.